Horreur à Val-Tranquille. 20 femmes et 10 hommes disparus. Le secret macabre d'un étang de pêche. Imaginez un hameau paisible nommé Val-Tranquille, transformé en cauchemar du jour au lendemain lorsqu'un étang piscicole, autrefois source de subsistance pour les villageois, a recraché son plus sombre secret. Des dizaines de squelettes humains flottant lentement à la surface. Le décompte macabre révèle 20 femmes et 10 hommes, tous signalés disparus au fil des mois. Que s'est-il réellement passé derrière la façade de cet étang de l'horreur? Cette nuit-là, la vérité qui allait glacer le sang de tout le village fut révélée. Si un jour, vous veniez à visiter le hameau de Val-Tranquille, dans le Loir-et-Cher, votre première impression serait sans doute celle d'une quiétude immuable. Les eaux du Cher coulent paresseusement, ridées parfois par le passage d'une barque de pêcheurs chargée de carpes et de brochets. Sur les berges, des maisons en pierre aux toits d'ardoise s'alignent, leurs façades reflétant la douce lumière d'un après-midi d'été. À l'arrière, des rangées de noyers et de pommiers offrent leur ombre et l'odeur familière de la campagne française. Les habitants de Val-Tranquille vivent en symbiose avec la rivière depuis des générations. Les enfants apprennent à nager et à pêcher dans ces courants parfois vifs. Le matin, leur rire résonne sur les berges, emplissant l'air d'une joie simple. Le soir, les hommes se retrouvent au café du village, le bon pêcheur, sirotant un verre de pastis ou un vin rouge bon marché, discutant de la prise du jour, du prix des amorces ou des dernières décisions du maire. La vie ici semble s'écouler lentement, au même rythme que la rivière. L'entraide est une valeur forte. Pour un mariage, tout le village met la main à la pâte. Pour un enterrement, les voisins se pressent pour aider à organiser la veillée. Dans ce havre de paix, personne n'aurait pu imaginer qu'un crime odieux puisse se produire. Ce sentiment de sécurité était si profondément ancré que nul ne se doutait de la tempête qui s'apprêtait à dévaster leur tranquillité. Pourtant, dès le milieu de l'année 2022, des chuchotements commencèrent à se faire entendre. D'abord de simples rumeurs dans les conversations de comptoir, des histoires auxquelles personne ne prêtait vraiment attention. Mais avec le temps, ces rumeurs se transformèrent en une inquiétude palpable. Des gens disparaissaient. La première victime fut le père Henri, un homme de la cinquantaine, connu de tous pour son penchant pour la bouteille. Un soir, il dit au revoir à sa femme, affirmant se rendre au café du hameau pour boire 1 ou 2 canons avant de rentrer. Mais au lever du jour, il n'était toujours pas là. Sa femme et ses enfants attendirent, le cœur serré. Ils le cherchèrent chez les parents, dans les fermes avoisinantes, et même le long des berges, mais sans succès. C'était comme si la terre l'avait avalé. Certains dirent qu'il avait peu, être fils d'être, ou qu'il s'était perdu, ivre. La gendarmerie locale se contenta d'enregistrer la déclaration, pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle frasque d'un homme habitué à disparaître sans prévenir. Mais les jours, puis les semaines passèrent, et le père Henri ne revint jamais. L'effroi n'avait pas eu le temps de se dissiper que, le mois suivant, on apprit la disparition de Madeleine Petit, une veuve d'âge mûr, qui vivait seule dans une petite maison en pierre près de l'embarcadère. Madeleine était une femme travailleuse. Chaque matin, elle se rendait au marché pour vendre les légumes de son potager. Un matin, son fils, qui travaillait à Paris, essaya de l'appeler, sans réponse. Il demanda à un voisin d'aller voir. La maison était verrouillée de l'intérieur. Aucune trace de lutte, rien n'avait été volé. Après avoir forcé la porte, ils découvrirent que tout était en ordre, méticuleusement rangé. Seule la propriétaire des lieux avait disparu, sans laisser la moindre trace. Cette nouvelle glaça le sang des villageois. Comment une personne pouvait-elle s'évanouir de sa propre maison? Mais comme toujours, le temps éroda les mois. Les gens retournèrent à leurs champs et à leurs étangs. Les histoires de Madeleine et d'Henri sombrèrent peu à peu dans l'oubli du quotidien. Mais le destin en avait décidé autrement. Quelques semaines plus tard, un autre homme, connu lui aussi pour être un ivrogne, disparut après avoir quitté le café. Il fut suivi par une veuve âgée du hameau voisin. À chaque incident, le village s'agitait pendant 2 ou 3 jours, puis la vie reprenait son cours normal, jusqu'à la fin de l'année 2022, où le nombre de disparus s'élevait à plus de 10. Les villageois commençaient à avoir peur. Certains parlaient de l'œuvre d'un loup-garou ou d'un esprit de la rivière. D'autres suspectaient un gang de kidnappeurs. Ce qui était certain, c'est que le sentiment de sécurité qui régnait autrefois à Val-Tranquille était désormais brisé. Les gens
n'osaient plus sortir la nuit. Les veuves verrouillaient leurs portes à double tour. Et au café, toutes les conversations revenaient à la même question. Qui les a emmenés? Le Cher continuait de couler paisiblement. Mais derrière ce calme apparent se cachait une ombre que personne ne comprenait. Les nuits à Valtranquille étaient habituellement silencieuses, seulement ponctuées par le chant des grillons et le clapotis occasionnel d'un poisson sautant hors de l'eau. La lueur vacillante des lampes à pétrole dans les maisons en pierre renforçait cette atmosphère de sérénité. Mais à la mi-juillet 2022, cette paix fut brutalement déchirée. Le père Henri, un homme de plus de 50 ans, ne rentra jamais chez lui après avoir dit à sa femme qu'il allait boire un verre au café. Il était un ivrogne notoire. Presque chaque soir, il rentrait en titubant. Cette nuit-là, il lui avait simplement dit « Je reviens vite, chérie, juste 2 petits verres et je suis là. » Mais au matin, son lit était vide. Pas même le son de sa toux rauque, si caractéristique. Les voisins aidèrent à le chercher. Le patron du café confirma que Henri avait bu plusieurs verres de vin, puis était parti en chantonnant, complètement saoul. Après cela, personne ne l'avait revu. Les gendarmes vinrent prendre note, mais ne purent faire grand-chose. Il est probablement tombé dans la rivière en étant ivre, suggéra l'un d'eux. Mais sa femme savait que malgré ses fréquentes ivresses, il n'avait jamais disparu plus de 2 nuits. Les jours passèrent et il ne revint pas. Un mois plus tard, ce fut au tour de Madeleine Petit, la veuve d'âge mûr vivant seule. Sa maison était verrouillée de l'intérieur. Son fils, travaillant à Paris, ne parvenant pas à la joindre, alerta les voisins qui prévinrent la gendarmerie. Ils forcèrent la porte ensemble. À l'intérieur, tout était en ordre. Une marmite contenait encore le ragoût de la veille. Les sabots de Madeleine étaient posés près de la porte, mais elle n'était pas là. C'était comme si elle était sortie par une porte magique. Les gendarmes, perplexes, ne purent que rédiger un rapport et conseiller aux habitants d'être prudents. L'affaire fit grand bruit pendant quelques jours, mais comme toujours, la vie des agriculteurs et des pisciculteurs devait continuer. L'agitation retomba peu à peu, mais l'ombre de l'inquiétude commença à ronger le cœur des villageois. En octobre 2022, un nouveau nom s'ajouta à la liste des disparus, Pascal Lemoine. Il était connu pour être un joueur invétéré au café, le même endroit où les ivrognes aimaient se retrouver. Son fils Richard se souvenait bien que cette nuit-là, son père s'était disputé avec une petite frappe locale surnommée le balafré, craint dans le village à cause d'une longue cicatrice sur sa joue. Pascal avait accusé le balafré de tricher aux cartes. Ce dernier avait répondu par une menace. « Si tu ne paies pas tes dettes, ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » 3 jours après l'incident, Pascal disparut. On ne retrouva que son vieux béret flottant près de l'embarcadère, ajoutant au mystère. Moins de 2 semaines plus tard, Colette Dubois, une veuve qui vendait habituellement ses légumes au marché, ne rentra pas après être partie à l'aube. On retrouva son panier en osier au bord d'un chemin de terre, les légumes encore à l'intérieur, mais Colette ne réapparut jamais. En janvier 2023, Gérard Martin, le passeur du bac, disparut à son tour. On l'avait vu très ivre au port la veille. Au matin, sa petite barque était toujours amarrée, une rame tombée dans la vase, mais lui n'était plus là. Après cela, plusieurs autres personnes disparurent. Étienne, un ivrogne vu pour la dernière fois endormi au café et qui ne s'y est jamais réveillé. La vieille Yvette, une veuve vivant en bordure des champs, qui ne se présenta pas à l'église où elle allait prier chaque matin. Et enfin, Marc, un autre alcoolique qui faisait des petits boulots dans les jardins et qui ne revint jamais d'une soirée arrosée. Au total, 12 personnes jusqu'en mars 2023. Le schéma commença à se dessiner. Soit des hommes accros au vin bon marché, soit des veuves vivant seules. Les victimes semblaient méticuleusement choisies. Les villageois devinrent agités. Les nuits à Valtranquille se firent plus silencieuses. Le café, autrefois animé, était devenu morose. Les veuves préféraient s'enfermer chez elles avant la tombée de la nuit. On interdisait aux enfants de jouer trop longtemps près de la rivière. Les gens chuchotaient. Était-ce l'œuvre de démons? Ou y avait-il un monstre tapi parmi eux? Au milieu de cette paranoïa, une personne était plus agitée que les autres. Le lieutenant Julien Moreau, un jeune gendarme récemment affecté à la brigade de Romorantin-Lanthenay. Chaque fois qu'il entendait parler de la disparition d'un homme alcoolique, le visage de son propre père lui revenait en mémoire. Son père,
qui vivait dans un autre village, était lui aussi rongé par l'alcool. Cette peur poussa Julien à se faire une promesse silencieuse. Il trouverait qui était derrière tout cela, avant que le tour de son père ne vienne. Le temps passait, mais chaque mois, un nouveau nom venait s'ajouter à la liste. Val Tranquille, autrefois connu pour sa quiétude, portait désormais un nouveau surnom sinistre: le village des disparus. La liste des personnes disparues à Val Tranquille ne cessait de s'allonger. Après le père Henri, le premier ivrogne, il y eut Madeleine Petit, la veuve disparue de sa maison en pierre. Pascal Lemoine, le joueur et buveur. Colette Dubois, la maraîchère qui n'est jamais revenue du marché. Gérard Martin, le passeur disparu de son embarcadère. Étienne, qui s'est endormi au café pour ne plus jamais se réveiller. La vieille Yvette, la veuve, qui ne s'est plus présentée à l'église. Et enfin Marc, qui n'est pas rentré d'une soirée arrosée. 12 personnes au total jusqu'en mars. Au début, les villageois pensaient à une série de coïncidences. Certains disaient que les victimes avaient fui leurs dettes. D'autres chuchotaient qu'elles avaient été victimes d'un mauvais sort jeté par un esprit de la rivière. Mais à mesure que le nombre de victimes augmentait et que le schéma devenait évident, la peur remplaça l'indifférence. Les nuits dans le village devinrent silencieuses. Les enfants ne couraient plus sur les berges après le coucher du soleil. Les veuves préféraient dormir chez des parents, ne se sentant plus en sécurité. Même les derniers ivrognes n'osaient plus s'attarder au café. Les gens commençaient à en parler d'une voix empreinte d'angoisse, que ce soit au café, au marché, ou même à la sortie de l'église. Le même murmure revenait sans cesse. Pourquoi ne sont-ce que des ivrognes et des veuves qui disparaissent? Un vieil homme lança un jour au café. Regardez bien. Henri, Pascal, Gérard, Étienne, Marc, tous des piliers de comptoir. Un autre ajouta. Et Madeleine, Colette, Yvette, toutes des veuves. C'est peu être une coïncidence. Un jeune homme secoua la tête. Impossible. Si c'était un esprit de la rivière, les victimes seraient choisies au hasard. Mais là, ce sont les plus vulnérables qui disparaissent. Ces paroles se propagèrent, devenant un sujet de conversation sérieux. Le schéma était de plus en plus clair. Les victimes n'étaient pas des gens ordinaires, mais ceux que la société ignorait. Les alcooliques étaient considérés comme la honte de leur famille, souvent moqués et délaissés. Quant aux veuves, elles devenaient fréquemment le sujet de commérages, suspectées de toutes sortes de choses, alors qu'elles luttaient simplement pour survivre. C'est cette stigmatisation sociale qui fit que leur disparition ne fut pas prise au sérieux immédiatement. Il n'y eut pas d'oppression sociale forte, ce qui permit aux coupables d'agir librement, choisissant ses proies sans craindre que quelqu'un ne les recherche activement. Cependant, toutes les victimes n'avaient pas disparu sans laisser la moindre trace. Il y avait de petits indices qui donnaient la chair de poule. Le vieux béret de Pascal Lemoine, retrouvé flottant près de la berge, comme s'il était tombé à l'eau dans la précipitation. Le panier en osier, rempli de légumes de Colette Dubois, abandonné sur le chemin de terre, comme jeté à la hâte. La petite barque de Gérard Martin, toujours bien amarrée à l'embarcadère. Une rame gisant dans la vase, mais son propriétaire n'est jamais revenu. Les vieux sabots de la vieille Yvette, laissés sur le seuil de sa porte entr'ouverte, la lampe à pétrole encore allumée lorsque les voisins sont venus la chercher. Ces détails convainquirent les gens qu'il y avait quelque chose de plus sombre qu'un simple coup du sort. Pour le lieutenant Julien Moreau, de la gendarmerie de Romorantin, tout cela n'était plus une simple affaire de ragot de village. Assis discrètement dans un coin du café, il écoutait les conversations des habitants, notant les noms des victimes et leurs habitudes dans un petit carnet. Page après page se remplissaient. Henri, ivrogne. Madeleine, veuve seule. Pascal, ivrogne et joueur. Colette, veuve. Gérard, ivrogne. Étienne, ivrogne. Yvette, veuve âgée. Marc, ivrogne. Une ligne rouge commença à se dessiner. Les victimes n'étaient pas choisies au hasard, mais parmi les marginaux. C'étaient les personnes les plus faciles à ignorer. Chaque fois qu'il écrivait un nom, Julien sentait son cœur se serrer. Son propre père, dans un autre village, était aussi un alcoolique. Il aurait pu être une victime parfaite de ce mode opératoire s'il avait vécu à Val-Tranquille. Cette image le hantait chaque nuit. Si un jour mon père disparaissait, qui s'en soucierait, pensait-il. Cette peur le conforta dans sa conviction qu'un prédateur humain était derrière cette affaire. Finalement, Julien prit son courage à deux mains et présenta son carnet à son supérieur.
le capitaine Antoine Bernard. Dans le bureau sobre de la gendarmerie, il lui tendit le petit carnet, les mains tremblantes. Bernard le parcourut page par page, lisant les noms, les âges, les habitudes et les lieux où les victimes avaient été vues pour la dernière fois. Il resta silencieux un long moment, contemplant ces notes simples mais lourdes de sens. « Si tout cela est vrai, dit finalement Bernard d'une voix calme, nous avons affaire à quelqu'un qui choisit délibérément ses victimes. Il sait que si ces personnes disparaissent, personne ne les cherchera sérieusement. Il choisit ceux auxquels on prête le moins d'attention. » Julien hocha la tête, retenant son souffle. « Et cela signifie qu'il continuera, capitaine, jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. » Leurs regards se croisèrent. Ils réalisèrent tous les deux que ce à quoi ils faisaient face n'était pas un coup du sort, ni l'œuvre de démons comme le croyaient les villageois, mais bien un être humain de chair et de sang qui se cachait dans l'ombre du village et choisissait ses proies avec un sang-froid glacial, une par une, sans que personne ne se soucie réellement de leur perte. Pour la première fois, le schéma était d'une clarté terrifiante. Et c'est à partir de ce moment que la longue et officielle enquête commença. Depuis la fin mars 2023, après avoir reçu le petit carnet du lieutenant Moreau, le capitaine Bernard ne parvenait plus à trouver le sommeil. Ces nuits à la gendarmerie de Romorantin se passaient à fixer une grande carte du Loir-et-Cher, étalée sur son bureau. La lumière blafarde des néons accentuait les traits tirés de son visage, et l'odeur du café noir était sa seule compagne tandis que ses pensées tournaient en boucle. Il avait marqué d'épingles de couleur les maisons, les embarcadères, les commerces et les marchés où les victimes avaient été vues pour la dernière fois. Il avait séparé le groupe des alcooliques avec des épingles rouges et celui des veuves avec des épingles bleues. Au début, les points semblaient dispersés, mais à mesure qu'il en ajoutait, un schéma émergea. Toutes les victimes se trouvaient dans une zone longeant le Cher, en particulier dans des hameaux voisins comme Val-Tranquille, Celles-sur-Cher et Menetou-sur-Cher. Aucune victime n'avait disparu loin des berges. Bernard fixa la carte longuement, puis murmura pour lui-même « Ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose le long de cette voie d'eau que nous devons creuser. » Le lendemain matin, il convoqua quelques-uns de ses subordonnés dans son bureau. Julien était assis au premier rang, le visage grave, attendant les paroles de son supérieur. Bernard se leva, un long réglet à la main, et pointa la carte murale. Il expliqua, cas par cas. Henri a été vu pour la dernière fois au café, près de l'embarcadère de Val-Tranquille. Madeleine a disparu de sa maison qui donne sur la rivière. Pascal s'est volatilisé après une soirée arrosée à Celles-sur-Cher, près d'un petit canal qui se jette dans le Cher. Colette n'est pas revenue du marché, qui se trouve aussi sur la route longeant la rivière. Gérard a disparu au port. Même la maison de la vieille Yvette, bien qu'en bordure des champs, avait un petit cours d'eau à l'arrière. Chaque cas, sans exception, était lié à l'eau. Un gendarme demanda « Est-il possible, mon capitaine, que le coupable utilise la rivière comme voie de fuite pour enlever ses victimes ?» Bernard hocha la tête, expliquant que la rivière était l'artère vitale de la région. Une barque pouvait y naviguer la nuit avec très peu de témoins. Et si le coupable connaît bien le cours d'eau, il peut arriver en silence et repartir sans laisser de traces. Julien ajouta « Les victimes sont choisies pour leur vulnérabilité. Les ivrognes titubant au bord du chemin et les veuves seules sont faciles à attirer ou à maîtriser. Et une fois disparus, personne ne les cherche avec acharnement. » Bernard regarda Julien un long moment, puis dit « Il est fort probable que le coupable ne soit pas un étranger. C'est quelqu'un qui connaît les habitudes des villageois, qui connaît les moindres recoins des berges et qui sait à quel moment les lieux sont déserts et sans surveillance. » À partir de là, la petite équipe se remit au travail. Ils rouvrirent les anciens dossiers, examinèrent les documents des 2 dernières années et interrogèrent à nouveau les familles des victimes. Cette fois, les questions étaient plus précises. Pas seulement quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, mais qui lui rendait visite fréquemment, qui est passé à la maison récemment, où y a-t-il eu de petites disputes que vous pensiez sans importance. Bernard insista. Le plus petit détail peut avoir une importance capitale. Une chaussure abandonnée sur un ponton, une menace murmurée, ou une barque passant au milieu de la nuit pourraient être des indices cruciaux. Julien fut chargé de retourner à Val-Tranquille. Il discuta avec la vieille Yvette, la propriétaire du café près de l'embarcadère. D'une voix rauque
Elle raconta qu'elle entendait souvent le bruit d'une barque à moteur la nuit. Pas une barque ordinaire, car il y avait toujours un petit sifflement, comme un murmure mécanique, qui la réveillait. Elle ne savait pas à qui appartenait cette barque, mais le son était différent de celui des bateaux de pêche habituels. Julien nota cette information avec soin. Les nuits suivantes, Bernard resta longtemps à fixer la carte. Il regardait les épingles de couleur qui ressemblaient maintenant à une piste cachée le long de la rivière. Dans son esprit, il commençait à imaginer comment le tueur se déplaçait, approchant ses victimes, les faisant monter à bord, puis disparaissant dans une direction inconnue. Tous les points sur la carte convergeaient vers une seule hypothèse. Le tueur avait un endroit spécial, un repère, quelque part le long de la rivière, un lieu suffisamment isolé pour cacher ses proies. Mais Bernard se garda bien de tirer des conclusions hâtives. Il savait que ce n'était qu'une suspicion initiale et qu'il avait besoin de preuves tangibles pour avancer. Début avril 2023, Bernard réunit à nouveau son équipe. Il pointa une zone vide sur la carte, une vaste étendue de terre marécageuse au bord de la rivière, peu fréquentée et entourée d'une forêt d'étangs. « Si j'étais le tueur, dit-il, je choisirais un endroit comme celui-ci, loin des regards, et assez proche de la rivière pour y accéder en barque sans être vu. » Mais il insista, « Ce n'est qu'une image dans mon esprit. Nous ne pouvons rien conclure. L'équipe doit trouver des preuves plus concrètes. » Cette nuit-là, alors que la gendarmerie devenait silencieuse, Bernard resta seul dans son bureau. Il regardait la carte avec un mélange de fatigue et de détermination. Il savait que le chemin était encore long, mais une chose était claire. Le schéma avait été révélé. Une ombre obscure se cachait le long du Cher. Et leur devoir était de découvrir qui osait chasser des êtres humains sur cette terre, autrefois si paisible. Début avril 2023, l'atmosphère à la gendarmerie de Romorantin était de plus en plus lourde. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que le capitaine Bernard avait découvert le lien entre les victimes et la rivière, et depuis, les rapports continuaient de s'empiler sur son bureau. Le public commençait à s'agiter, et l'écho de leur angoisse parvenait jusqu'à la préfecture, et même jusqu'à Paris. Chaque fois qu'on signalait que quelqu'un n'était pas rentré de la nuit, la panique se propageait instantanément, comme si le tour d'une nouvelle victime était arrivé. Le commandant de la brigade convoqua Bernard dans son bureau un matin. Son visage était tendu, ses doigts tapotant nerveusement la table. Il parla d'un ton sec. « Bernard, je reçois des appels de partout, du préfet, de la presse et même de journalistes qui demandent pourquoi la gendarmerie semble inactive. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire traîner plus longtemps. Je veux que vous formiez une cellule d'enquête spéciale. Concentrez-vous uniquement là, dessus, laissez les autres affaires. C'est la priorité absolue. » Bernard hocha la tête. Ses sentiments partagés entre le soulagement et la tension. Soulagé d'avoir enfin le mandat officiel pour avancer à plein régime, mais tendu par le poids de la responsabilité qui était désormais immense. Il commença à dresser la liste des personnes en qui il avait confiance. Julien Moreau en faisait partie. Malgré sa jeunesse, son flair était indéniable. En plus de Julien, il choisit un adjudant-chef expérimenté, un certain Dubois, habitué aux affaires en milieu rural, et deux autres enquêteurs qui connaissaient bien la région du Cher et savaient se déplacer sans se faire remarquer. Dans la petite salle de réunion de la brigade, ils s'assirent en cercle autour de la grande carte. Bernard se leva, pointant les épingles rouges et bleues. « Nous sommes confrontés à une affaire très grave. 12 personnes ont disparu en moins d'1 an. Les victimes sont choisies selon un schéma précis et chaque cas est lié à la rivière. Je ne crois pas à une coïncidence. Il y a quelqu'un qui connaît très bien ce village et qui sélectionne ses proies avec soin. » Le silence s'installa dans la pièce. Julien, assis au bout de la table, prit la parole. Sa voix n'était plus aussi assurée que d'habitude. « Mon capitaine, j'ai entendu des rumeurs de la part des villageois concernant une barque suspecte. Une barque avec un petit sifflement qui réveille les gens la nuit. Certains témoins disent qu'elle se dirige en amont vers la zone des étangs et des forêts. » Sa voix semblait plus frustrée qu'empressée. « Si cette barque appartient au tueur, chaque nuit que nous perdons pourrait signifier une autre vie perdue. » L'adjudant-chef Dubois hocha lentement la tête, pesant les mots de Julien. « Cette information est importante, mais nous ne pouvons pas nous précipiter. Nous devons être sûrs avant d'agir. Si nous faisons un faux pas, le tueur pourrait se méfier
et se cacher encore plus profondément. La discussion se prolongea. Finalement, 2 lignes d'action furent décidées. Premièrement, les enquêteurs se disperseraient dans les villages le long de la rivière pour recueillir les dernières informations auprès des habitants. Deuxièmement, une équipe mettrait en place une surveillance discrète à certains points stratégiques. Pas de simple patrouille, mais une opération silencieuse, en se faisant passer pour des pêcheurs ou des commerçants. De cette façon, le tueur ne se douterait pas que ses mouvements étaient observés. À l'extérieur de la gendarmerie, la pression s'intensifiait. Le public perdait patience. Au marché, les rumeurs allaient bon train. Certains croyaient que c'était l'œuvre d'un esprit de la rivière, d'autres pensaient à un réseau de trafic d'êtres humains. Un commerçant cria même dans le café. Si les gendarmes n'attrapent pas le coupable, c'est qu'il cache quelque chose. Le lendemain, un journal local publia un court article. Affaire des disparus du Loir et Cher. La gendarmerie critiquée pour sa lenteur. L'article était bref, mais suffisant pour ébranler davantage la confiance des habitants. Bernard lut la nouvelle avec un visage sombre. Il savait qu'il ne pouvait plus rester dans la théorie bien longtemps. L'équipe devait trouver quelque chose de concret, et vite. Quelques jours plus tard, un des enquêteurs, nommé Leroux, entra avec un air grave. Il rapporta qu'un habitant de Celles-sur-Cher avait entendu le bruit d'une barque avec un petit sifflement au milieu de la nuit, se dirigeant en amont vers la zone des étangs et des forêts peu fréquentées. Tous les regards dans la salle de réunion se tournèrent vers la carte. Bernard pointa la zone en question, une région isolée et peu surveillée. Si cette barque s'est rendue là-bas, il est possible que le tueur ait une cachette dans ces bois, dit-il d'une voix prudente. Julien regarda la carte avec anxiété. « Mon capitaine, si nous nous contentons d'attendre, la prochaine victime sera peut être déjà emmenée là-bas. Allons-nous rester les bras croisés ?» Sa voix, cette fois, était chargée d'une pression psychologique plus que d'émotion. Bernard le regarda longuement avant de répondre. « Je comprends. Julien, mais sans preuve, nous n'avons que des suppositions. Nous devons savoir qui est le propriétaire de cette barque. D'où vient-il et que transporte-t-il? Si nous agissons sans information, le tueur saura que nous le surveillons. Et à ce moment-là, il pourrait s'arrêter ou détruire toutes les preuves. » La déception était visible sur le visage de Julien, mais il baissa la tête, acceptant l'explication de son supérieur. Il savait que Bernard avait raison. Pour affronter un esprit aussi rusé, ce n'était pas une question de vitesse, mais de précision. Les jours suivants, la cellule spéciale travailla en silence. Ils se relayaient, se faisant passer pour des pêcheurs jetant leurs filets dans la rivière tout en observant, ou feignant d'être des marchands ambulants sur les quais pour écouter les conversations des habitants. Chaque barque qui passait la nuit était notée. Chaque son étrange était prise en compte. La pression extérieure s'intensifiait, mais Bernard choisit de garder le silence. Moins les gens sauraient ce qu'il faisait, plus grandes seraient les chances que le tueur commette une erreur. Cette nuit-là, après une longue réunion, Bernard retourna à son bureau. Il regarda la carte couverte d'épingles. Il savait que cette carte était le reflet d'un jeu mortel en cours. Les points rouges et bleus étaient des vies humaines. Le cours sinueux de la rivière était le chemin du prédateur, et chaque nuit qu'il passait sans résultat signifiait qu'une nouvelle victime attendait peu, être son tour. Il ferma un épais dossier de rapport et murmura « Nous nous rapprochons, mais il nous faut une preuve tangible avant de pouvoir le toucher. » La deuxième semaine d'avril 2023, la cellule spéciale concentra toute son attention sur la zone de forêt et d'étang en amont du Cher. Depuis le témoignage sur la barque au sifflement étrange, l'intérêt du capitaine Bernard s'était focalisé sur cette région. Mais il fallut plusieurs jours avant qu'il ne trouve quelque chose de suspect. L'accès à la zone n'était pas facile. Un dédale de chemins de terre, de boue et de moustiques. Le plus souvent, leur surveillance se terminait sans résultat, avec pour seule trace des piqûres de moustiques et des vêtements trempés de sueur. Ce n'est qu'à la 4e nuit qu'une petite équipe dirigée par Julien Moreau réussit à trouver une butte surplombant un grand étang isolé. De là, avec des jumelles de vision nocturne, ils aperçurent une faible lueur au loin, semblant provenir d'une cabane isolée au milieu de l'obscurité. Le cœur de Julien se mit à battre la chamade. « Mon capitaine, il y a une lumière là-bas » chuchota-t-il dans sa radio à Bernard, qui se trouvait sur une barque sur la rivière avec une autre équipe. Ils restèrent silencieux, observant à distance. L'ombre d'un homme robuste apparut, entrant et sortant de la cabane,
accompagné de plusieurs chiens qui aboyaient sans cesse. Parfois, l'homme mettait en marche un gros moteur dans un petit hangar à côté de la maison. Le son résonnait, tranchant avec le silence de la nuit dans la forêt. Julien nota tous les détails, mais lui et son équipe n'osèrent pas s'approcher davantage. Les chiens avaient l'ouïe trop fine, et le moindre faisceau de lampe de poche aurait pu les trahir. Le lendemain matin, ils firent leur rapport à la gendarmerie. Julien dessina un croquis de la cabane, du hangar, du gros moteur et des chiens de garde, les mains tremblantes. L'adjudant-chef Dubois, l'enquêteur chevronné, plissa les yeux en regardant le dessin. Ce n'est pas encore sûr que cet homme soit impliqué. C'est peu être juste un pisciculteur qui a choisi de vivre en ermite. Bernard hocha la tête. Oui, tout cela n'est encore qu'une hypothèse. Mais son emplacement est trop isolé, trop stratégique pour une cachette. Nous devons continuer à surveiller. Ne nous précipitons pas. Les nuits suivantes, la surveillance se poursuivit. L'équipe sur la barque vit le bateau au sifflement étrange se diriger vers la cabane à plusieurs reprises, toujours tard dans la nuit. Parfois, il semblait y avoir une autre personne à bord, généralement quelqu'un qui avait l'air ivre ou chancelant lorsqu'on le faisait descendre. Ce qui était étrange, c'est qu'après, la barque qui repartait n'avait plus que l'homme robuste à son bord. Aucun autre passager ne ressortait. Julien observa la scène le cœur lourd. Derrière ses jumelles, il vit un vieil homme ivre être conduit dans la cabane, comme s'il assistait à une tragédie sans pouvoir l'arrêter. Le sang de Julien ne fit qu'un tour. « Mon capitaine, c'est de la folie. Ces gens entrent là, dedans, mais je ne les vois jamais ressortir. Allons-nous rester sans rien faire ?» Sa voix tremblait dans la radio. Bernard écouta le rapport depuis sa base sur la barque. Sa mâchoire se contracta. Il répondit d'une voix calme. « Julien, je comprends ce que tu ressens. Mais ce que nous voyons n'est qu'une supposition. Nous n'avons aucune preuve matérielle. Il nous faut quelque chose de tangible. Un objet appartenant à une victime. Une photo claire ou un témoin. Sans cela, nous ne pouvons pas agir. » Ces mots ne firent qu'accentuer le sentiment de culpabilité de Julien. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. L'image du visage du vieil homme emmené à la cabane tournait en boucle dans son esprit. Il se sentait comme un lâche, laissant quelqu'un disparaître sans rien faire. Dubois, allongé à côté de lui, lui tapota l'épaule. « Ne te blâme pas, gamin. Si on se précipite, on pourrait tous disparaître sans laisser de traces. Crois-moi, il y aura un moment propice pour agir. » La tension ne cessait de monter. Chaque rapport de surveillance apportait son lot d'horreur. Le gros moteur que l'homme mettait en marche en permanence devint une énigme. Pourquoi avoir un moteur aussi puissant au milieu de nulle part? Pourquoi le faire tourner toujours tard dans la nuit? Ces questions restaient sans réponse, ne faisant qu'accroître les soupçons. Une nuit, Julien faillit craquer. De sa cachette, il vit un jeune homme être emmené sur la barque, son corps mou, comme à moitié endormi. Julien serra son arme, prêt à courir à travers la forêt pour tout arrêter, mais Dubois lui saisit fermement l'épaule. « Tu veux mourir bêtement? Regarde ces chiens, regarde la distance à parcourir. On se ferait repérer avant même de s'approcher. » Julien serra les dents, les larmes lui montant presque aux yeux. La culpabilité mêlée à la colère lui donnait l'impression que sa poitrine allait exploser. Pour la première fois, il eut le sentiment d'avoir véritablement échoué dans sa mission de gendarme. Lorsque le rapport parvint à Bernard, il ne put que fermer les yeux un instant. Chaque récit de Julien était un nouveau fardeau sur ses épaules. Il sentait que son équipe commençait à flancher sous le poids de la frustration. « Nous ne pouvons pas échouer, » dit-il d'une voix faible mais ferme. « Je cherche une autre voie. Il nous faut une preuve tangible. Peut être une photo, peut être une trace d'un objet appartenant à une victime. Nous trouverons un moyen. » Nuit après nuit, la surveillance continua. La cabane restait un mystère, avec sa faible lumière, les aboiements de ses chiens et le bruit incessant de son moteur. L'équipe était de plus en plus convaincue que cet endroit recelait un sombre secret. Mais pour l'instant, tout n'était qu'une ombre aperçue de loin. Et derrière le désespoir, une chose était effrayante. Tant qu'ils attendaient, l'ombre du prédateur continuait de rôder. Et peut être qu'au même moment, une nouvelle victime faisait son dernier pas sur cette barque au petit sifflement. Mi-avril 2023, l'ambiance à Val-Tranquille empira encore. Au cours des derniers jours, 2 nouvelles disparitions furent signalées. Un ivrogne de sel sur chair qui n'était jamais rentré chez lui après une soirée arrosée
et une veuve âgée de Menetou-sur-Cher, bien connue des habitants car elle allait souvent vendre ses légumes au marché. La disparition de cette vieille femme provoqua un véritable tumulte. Contrairement aux victimes précédentes, qui vivaient souvent en marge, tout le village la connaissait. La peur mêlée à la colère commença à se propager. Chaque soir, les portes étaient verrouillées plus tôt. Les enfants n'avaient le droit de jouer que dans les jardins, sous surveillance étroite, et les femmes préféraient passer la nuit chez des parents pour plus de sécurité. Au café, les conversations des villageois s'enflammèrent. Si les gendarmes ne font rien, on va s'en occuper nous-mêmes, lança un homme d'âge mûr sous les acclamations. Un groupe d'habitants se rendit même au bord de la rivière avec des torches et des bâtons pointus, criant et cherchant quiconque leur paraissait suspect. Heureusement, le maire réussit à les calmer à temps, mais il était clair que la patience des gens touchait à sa fin. À la gendarmerie de Romorantin, la pression était tout aussi forte. Le commandant recevait des appels quotidiens des autorités départementales et certains médias insinuaient que les forces de l'ordre étaient lentes. Bernard lisait les nouvelles avec un visage grave. Il savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer bien longtemps. Chaque jour qui passait sans résultat signifiait qu'une nouvelle victime pouvait disparaître. Lors de la réunion de cette nuit-là, Bernard se tenait devant la grande carte couverte d'épingles. Il pointa 2 nouveaux marqueurs d'un regard lourd. Voici les nouvelles victimes. Une de celles sur Cher, l'autre de Menetou. Toutes 2 correspondent au profil. Et nous savons tous qu'il est fort probable qu'elles aient été emmenées à cette cabane dans la forêt. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'installer dans le silence. Le problème, c'est que nous n'avons toujours pas de preuves matérielles. Si nous y allons en tant que gendarmes sans raison valable, la cabane ressemblera à la maison d'un simple pisciculteur. Nous avons besoin d'une autre approche. Le silence était pesant. Julien, assis au bout de la table, baissa la tête, la mâchoire serrée. Ses yeux étaient rouges, non seulement à cause du manque de sommeil, mais aussi parce qu'il était hanté par la culpabilité. Il regarda Bernard d'une voix rauque. « Mon capitaine, je ne sais pas si je mérite encore d'être appelé gendarme. J'ai vu de mes propres yeux ces gens être emmenés là-bas, et je n'ai rien fait. Ils ont disparu, et je suis resté là, à regarder. À quoi sert cet uniforme si je ne peux sauver personne ?» Les paroles de Julien firent taire toute la salle. L'adjudant-chef Dubois, le regard plein de compassion, dit lentement « Julien, ne te blâme pas. Notre devoir n'est pas d'agir de manière impulsive, mais de prouver la vérité. Si tu y étais allé hier, peut être que nous ne serions tous jamais revenus. Souviens-toi, tu n'as pas échoué. Tu es toujours là à te battre avec nous. » Bernard s'approcha et posa une main sur l'épaule de Julien. « Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je me sens coupable à chaque nouvelle victime. Mais c'est précisément pour cette raison que nous devons trouver un moyen plus intelligent. Nous ne pouvons pas y aller en tant que gendarmes. Nous devons y entrer sous une fausse identité, avec une raison officielle qui ne l'éveillera pas. » Plusieurs gendarmes se regardèrent, surpris par cette idée. « Sous quelle fausse identité, mon capitaine ?» demanda Leroux, l'un des enquêteurs. Bernard regarda la carte et répondit d'un ton grave. « En tant qu'agent de contrôle. Cette cabane se trouve en zone humide, près de la rivière. Il est courant que le gouvernement envoie des agents pour vérifier la qualité de l'eau ou la santé des poissons. C'est la raison la plus plausible. » Une longue discussion s'ensuivit. Certains proposèrent de se faire passer pour des marchands de poissons, d'autres pour des pêcheurs demandant de l'aide. Mais Bernard insista sur le fait qu'une raison officielle aurait plus de poids. Si le coupable est aussi rusé qu'on le pense, seuls des documents et des cartes d'identité officielles pourront le tromper. Pendant ce temps, la pression extérieure ne diminuait pas. À la mairie, les familles des nouvelles victimes pleuraient, réclamant justice. Les sanglots d'un jeune enfant qui avait perdu sa mère résonnaient, brisant le cœur de tous ceux qui les entendaient. Julien se tenait au milieu de la foule, observant en silence, son cœur se déchirant un peu plus. Il se jura que si ce plan d'infiltration se réalisait, il s'assurait que personne d'autre ne disparaisse en vain. Cette nuit-là, après la fin de la réunion, Bernard retourna à son bureau. Il regarda la carte, maintenant presque entièrement couverte d'épingles. Le cours de la rivière semblait être devenu un chemin de mort qui avait englouti des dizaines de vies. Dans son esprit, il murmura « Nous devons y entrer, et cette fois, nous ne reviendrons pas les mains vides. » Pour la première fois, la cellule spéciale sentait qu'elle avait une direction claire. Plus de simple surveillance à distance,
mais la préparation pour entrer dans l'antre où il croyait qu'un sombre secret était gardé. Fin avril 2023, l'atmosphère à la gendarmerie de Romorantin était de plus en plus tendue. Chaque jour, la nouvelle des disparitions de villageois restait le principal sujet de conversation au marché. Les gens ne parlaient plus du prix du poisson ou de la récolte de blé, mais de qui n'était pas rentré chez lui la veille. La pression populaire rendait l'air du bureau des gendarmes plus lourd, comme si chaque mur retenait les murmures des réclamations. Cette nuit-là, la cellule spéciale se réunit dans la petite salle de réunion. Une faible lumière, au néon, pendait du plafond. La table était couverte de cartes, de notes et de tasses de café froid. Bernard se tenait devant un tableau blanc, esquissant la cabane dans la forêt qu'il surveillait depuis des semaines. « Nous ne pouvons pas y aller, en tant que gendarme, commença-t-il, sa voix calme mais ferme. Si nous arrivons en uniforme, l'homme dans cette cabane pourrait se taire, ou même détruire les preuves. Nous devons y entrer par un autre moyen. » Dubois haussa un sourcil. « Une infiltration ?» Bernard hocha la tête. « Oui, en tant qu'équipe d'agents de contrôle. Cette cabane est en zone humide, près de la rivière. Il est courant que le gouvernement envoie des agents pour vérifier la qualité de l'eau ou la santé des poissons. C'est la raison la plus plausible. » Leroux, qui avait déjà préparé des documents, posa un dossier épais sur la table. « J'ai préparé des lettres officielles et des cartes d'identité, tout à l'entête de l'agence de l'eau, avec des tampons et des signatures. S'il n'est pas fonctionnaire, il ne saura pas faire la différence. » Les documents furent passés de main en main, examinés un par un. L'encre rouge du tampon semblait briller sous la lumière du néon, inspirant confiance à tous ceux qui les voyaient. « Le matériel est prêt aussi, » poursuivit Bernard. « Des boîtes d'échantillonnage d'eau, de petites épuisettes pour attraper les poissons, des instruments de mesure simples. Nous devons avoir l'air professionnel. Il ne doit y avoir aucune faille. » Tout le monde hocha la tête, mais le silence revint rapidement. Ils savaient que le plus effrayant n'était pas les documents ou le matériel, mais ce qui les attendait à l'intérieur de cette cabane. L'homme robuste, ses chiens féroces, et le sombre secret qu'il n'avait pu qu'entrevoir de loin. Bernard regarda ces hommes un par un. L'équipe d'infiltration ne comptera que 4 personnes. Moi, Dubois, Leroux et Julien. Ce dernier nom fit lever plusieurs têtes. Il n'y eut pas de longue discussion comme les fois précédentes. La décision de Bernard était finale. Julien, assis au bout de la table, baissa simplement la tête un instant, puis hocha la tête. Il ne dit rien, mais le poing serré sur son genou témoignait de sa détermination. Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Dubois mémorisa le jargon technique appris auprès de vrais agents de l'agence de l'eau, le pH de l'eau, le taux d'ammoniac, l'oxygène dissous. Il répéta sans cesse, jusqu'à ce que Julien, à force de l'entendre, se mette à sourire. Leroux prépara les moindres détails, comme les étiquettes des flacons d'échantillons, les formulaires d'inspection et même un porte-bloc avec l'entête de l'agence. Tout semblait authentique, mais derrière cette agitation, la pression extérieure continuait de monter.